Après 42 jours de surveillance sans cas confirmés de maladie à virus Ebola, conformément aux directives du règlement sanitaire international, je déclare ce jour, 18 janvier 2015, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali. Désormais, les voyageurs à destination ou en provenance du Mali ne doivent plus faire l'objet de traitements particuliers à l'étranger. Ce jour 18 janvier 2015 est un jour historique pour la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali, en Afrique et dans le monde. C'est alors pour moi un plaisir, un honneur et une fierté, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, de déclarer le Mali un pays sans Ebola à partir de ce jour. Tout en appréciant ces résultats exceptionnels, j'aimerais cependant rappeler que nous avons gagné des batailles, mais la guerre contre la maladie à virus Ebola continue. Tant que l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest affectés ne seront pas déclarés sans Ebola, nous continuerons la lutte avec le même niveau d'engagement. L'annonce faite le 18 janvier 2015 sur la fin de l'épidémie de maladie à virus Ebola au Mali est intervenue 42 jours après que le dernier cas en date du 6 décembre 2014 a été testé négatif au laboratoire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le bilan de l'épidémie, la toute première que ce pays a connue, est de 8 cas, dont 6 décès et 2 guérisons. Le diagnostic du premier cas a été fait le 23 octobre 2014 à Kayes, la capitale de la première région économique du Mali, qui porte le même nom. Venu de Guinée, il a transité par Bamako, la capitale malienne. Le plan de contingence mis en place au Mali au lendemain de l'annonce de l'épidémie en Guinée voisine pour faire face à une épidémie éventuelle a été révisé et adapté à la riposte. Le Mali a commencé la lutte contre Ebola, en tout cas les travaux de préparation, de mise en garde et de renforcement de la surveillance depuis la veille de la déclaration officielle de l'épidémie en Guinée le 21-22 mars. Et c'est depuis ce jour-là, nous, on a commencé les préparatifs, et sur le terrain et au niveau de Bamako. Ces préparatifs consistaient essentiellement à renforcer donc, les points d'entrée, toute la ligne frontalière avec les pays en épidémie, renforcer ces lignes frontalières, ces points d'entrée, et donc faire en sorte que les équipes qui sont sur place là-bas, ces équipes soient renforcées sur le plan personnel, donc en nombre, mais également renforcées sur le plan logistique. Et on a multiplié nos rapports avec ces pays-là également pour pouvoir partager l'information. Et depuis lors, on a commencé à former et à renforcer le personnel. Les structures sanitaires ont déployé les moyens requis pour lutter contre l'épidémie de maladie à virus Ebola. C'est le cas, entre autres, de l'hôpital Gabriel Touré, le plus fréquenté de Bamako, et de l'hôpital de Kayes, qui a diagnostiqué le premier cas. C'est dans la nuit du 21 octobre 2014, vers 21h, que l'équipe de garde a pu identifier un cas suspect par rapport à la maladie à virus Ebola. Donc, aussitôt, nous avons informé les autorités régionales et les autorités nationales par rapport au cas, et tous les malades, tous les accompagnants et les personnels de santé qui étaient en contact du malade ont été isolés. Nous avons pris des dispositions comme cela a été demandé, c'est de pouvoir faire le checking à la porte, donc le screening du moins à la porte. Et cela, c'était d'abord la détection par la température de 38 degrés, c'est de faire un lavage des mains et aussi de supprimer toutes les différentes portes d'entrée multiples de l'hôpital. Le laboratoire CEREFO, Centre de formation et de recherche sur la tuberculose et le VIH-Sida, a joué un rôle de premier plan dans le diagnostic des cas. Nous avons une équipe bien formée qui est sur place, le matériel est sur place, donc les compétences sont sur place. Et encore, tous les tests qui ont été faits à CEREFO ont été revus à Atlanta et à 100% de concordance, ce qui nous rassure que vraiment les compétences sont là. Aujourd'hui, CEREFO est capable de produire un résultat en 5 à 6 heures, ce qui permet de gagner énormément du temps. Imaginez que si ces échantillons devraient aller dans un autre laboratoire à l'étranger, ça prendrait des jours. Et pendant ce temps, c'est des vies humaines qui sont en danger. Pendant ce temps, c'est des contacts qu'on ne pourrait pas identifier.
et qui pourraient propager davantage la maladie. L'épidémie de maladie à virus Ebola a mobilisé l'ensemble des secteurs de la société malienne et les partenaires. La mise en commun des compétences et des expertises nationales, régionales et internationales au sein du groupe de coordination de la riposte a été l'un des facteurs déterminants dans l'élimination de l'épidémie. Ce groupe comprend l'équipe du COU, le centre opérationnel d'urgence et les partenaires. L'OMS est par définition le chef de file des partenaires en matière de santé. Et à ce titre, nous travaillons étroitement avec Médecins sans frontières pour le traitement des malades dans les centres de traitement d'Ebola, avec CDC pour le suivi des contacts, car vous le savez, le suivi des contacts, c'est ce qui permet de rompre la chaîne de transmission. Nous avons également travaillé pour la communication technique et pour la mobilisation sociale avec l'UNICEF pour que la population puisse comprendre la maladie, connaître les mesures de prévention, prendre toutes les précautions qu'il faut pour ne pas se contaminer et éviter la maladie. Nous avons également travaillé avec l'ensemble des partenaires, que ce soit ceux du système des Nations Unies, que ce soit ceux de la coopération bilatérale et internationale, que ce soit les ONG et la société civile exerçant au Mali. On a mis un ensemble de mesures laquelle la majorité ont été destinées à avoir des pratiques sociales correctes pour gérer la situation d'Ebola. Mais je vais faire le point spécialement sur une chose, c'est l'importance de travailler à côté des autres organisations, à côté du gouvernement et à côté des leaders religieux, leaders communautaires, leaders féminins, leaders des enfants, pour faire ce travail et de donner à eux la possibilité d'avoir l'influence sur la population. On a une stratégie qu'on appelle le dialogue communautaire qui a été utilisée. La communication interpersonnelle a été notamment les visites à domicile. Là, il y a un échange direct entre la communauté et les agents chargés de ça. Ils posent des questions et puis ils sont répondus à hauteur de souhait. Une fois que la communauté comprend les enjeux autour, les problématiques liées à la maladie, je pense que les changements de comportement s'ensuivent directement. C'est les messages, les informations clés dont ils ont besoin. À travers ça, on leur donne des consignes face à la prévention qu'ils appliquent. Mais toutes ces procédures sont aussi accompagnées par vraiment un bon système de suivi. Le Mali et les partenaires ont mobilisé des ressources additionnelles pour renforcer le contrôle sanitaire aux frontières et dans les formations sanitaires, ainsi que les équipes d'intervention du centre opérationnel d'urgence. L'équipe d'intervention rapide, c'est une équipe qui intervient sur le terrain s'il y a des cas suspects ou bien des informations sur le terrain. On appelle l'équipe d'intervention pour aller investiguer et s'il y a lieu de faire des prélèvements ou de prendre en charge pendant quelques moments avant les transferts sur le site de traitement. Arrivé dans les terrains, il faut essayer d'abord de conscientiser les gens que vous avez trouvés sur les terrains et leur moraliser et leur faire comprendre la gravité de la maladie pour qu'ils acceptent d'abord, tu vois, qu'on approche le malade ou bien la malade, tu vois, et même pour aller faire le prélèvement ou s'il faut prendre le malade pour le ramener ici dans ces centres. Donc ça demande vraiment beaucoup de conscientisation parce que des fois il y a des membres des familles qui refusent non seulement d'approcher leur corps ou soit d'amener la personne. Ce qui est important dans ces centres, c'est surtout de différencier des zones. Une zone, c'est la zone à bas risque où le personnel va rester avec un tenue chirurgicale et des bottes et des gants, et une zone à haut risque où on isole les patients. Si on veut arrêter la chaîne de transmission, il faut que nous soyons très rigoureux. Très rigoureux. Aucun laxisme, aucune complaisance. Aucune complaisance. Chaque cas traité correctement et de manière approfondie. Comme si vous aviez affaire à un malade avéré. Suivi contact est l'élément le plus capital dans la gestion des Ebola. C'est le suivi de contact qui permet d'identifier les contacts qui peuvent devenir des cas suspects. Et partant de là,
on peut les prendre en charge pour éviter à l'épidémie de s'étendre. Ce n'est pas facile de chercher ces contacts. Il faut d'abord identifier le cas suspect. Et quand on arrive à identifier le cas suspect par l'équipe de surveillance épidémiologique, et partant de ce cas, on peut identifier les contacts. Il faut remonter la chaîne. Où est-ce que ce cas a passé? Qui l'a transporté? Il a eu des contacts avec qui? Sa famille? Toutes les personnes qui ont été en contact, nous les avons pris et nous les avons suivis pendant 21 jours. Lors du suivi d'un contact, si l'équipe de suivi des contacts nous informe qu'un contact est devenu symptomatique, automatiquement nous déployons l'équipe d'intervention rapide pour procéder au transfert de ce cas de façon rapide de son domicile vers le centre de traitement Ebola. Et cette prise de décision est faite dans cette salle. Le centre, de façon convaincante, en tout cas, a joué un rôle dans la gestion des rumeurs. Parce que ça a été, l'unité alerte a été un vivier pour les rumeurs. Parce que ceux qui savaient que le centre existe, certainement, qui ont compris qu'il faut téléphoner pour demander des renseignements, téléphoner pour demander des renseignements. On disait qu'il y avait statistiquement plus de 20 000 appels, n'est-ce pas? Et ces 20 000 appels étaient alors analysés. Et statistiquement, on faisait sortir de là les rumeurs les plus folles souvent. Donc, nous, communicateurs, on analysait ces rumeurs et cela nous permettait de réorienter nos messages. Et cela est très important parce que la rumeur est plus mortelle même que la maladie. Les familles affectées ont pu faire face à la maladie à virus Ebola. De ya bara kunye docteur bara di akume kenya boni ka boloka ala ya ke aka sabu bora banaina ka sababu ke aketo ka bana ka to frake bana ka to mu bora lagine kana ale keto ko frake bananya la manafe amunu ya balma na anjil di bala on kon mabla anya tomoto tiruni on antora koro ka ladu. Faut traiter mardi ou de 17h45 à la Calfamine. Quand sa fiancée est tombée malade et puis elle fait la fièvre, bon, elle a vomi une seule fois. J'ai dit au papa du Salif de partir avec la fiancée pour aller faire ses examens. Bon, Dieu merci. Comment on a commencé les examens, ils ont dit qu'elle a attrapé la maladie. Donc, Dieu merci, elle a commencé le traitement aussi. Ils ont fait le bilan de la fiancée. Donc, elle a été gardée au centre d'Ebola. Je peux dire que chaque matin ou chaque soir, j'appelle au téléphone et je la sensibilise de garder son sang-froid et prendre les médicaments et manger très bien. Bon, Dieu merci. Pendant à peu près quelques semaines, elle a été guérie. Cette famille-là a été exemplaire. Exemplaire sur la gestion de la maladie, la gestion du risque. C'est-à-dire mettre les gens, essayer de mettre les gens dans les bonnes conditions, savoir que le soutien moral est très important. Savoir que le soutien, même l'alimentation, se nourrir, ça aide beaucoup. C'est l'acceptation du travail par les familles qui a été la clé du succès. Comme on le dit, c'est pas dans la contrainte qu'on pouvait réussir. Et les familles ont adhéré ont volontairement adhéré à ce qui se fait et ça qui a été la clé du succès. Les communautés religieuses ont joué un rôle majeur dans la lutte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola. Dans le cadre du Maouloud, par exemple, une fête religieuse qui occasionne de grands rassemblements de foules sur différents sites à travers le pays, dont plus de 150 000 dans les principaux stades de Bamako,
Les leaders religieux ont été mis à contribution pour sensibiliser le public sur la nécessité d'appliquer les mesures de prévention de l'infection et attirer son attention sur le dispositif mis en place sur les sites du Maouloud pour le lavage des mains et la prise de température. Dès le départ, dès la confirmation des premiers cas à Bamako ici, des premiers cas, donc nous avons commencé à sensibiliser les gens au niveau des mosquées et au niveau de toutes les associations islamiques, y compris à Bamako et dans les régions. On a sensibilisé aussi en demandant aux fidèles, après la sortie de la mosquée, une fois qu'ils arrivent à la maison, de se laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est cette sensibilisation-là qui nous a beaucoup aidés. La formation des personnels de santé a été l'une des activités majeures de la lutte contre l'infection à virus Ebola au Mali. Plus de 900 agents de santé ont été formés dans les domaines de la surveillance épidémiologique, de la prise en charge des cas, de la prévention et du contrôle de l'infection. La stratégie adoptée par l'OMS a été d'abord de faire la formation des formateurs. Et cette formation des formateurs a concerné 108 personnels socio-sanitaires, les médecins, les techniciens supérieurs de santé, tels que les infirmiers, les sages-femmes, les anesthésistes, bref, tous ceux qui interviennent dans les structures de santé dans le domaine des soins. Ces 108 personnes proviennent de toutes les régions du Mali. Et ensuite, nous avons initié la formation dans les hôpitaux. Et comme nous avons formé les formateurs, ces formateurs étant sur leur zone de travail, devraient être utilisés pour organiser des formations. Parce que an ye fɛn dɔw ye bi an ma deli ka minnu ɲɔgɔn ye hali ka da ka cɛ donna bɔrɔ kɔnɔ cogoya min na ka fɛngɛ ani an yɛrɛ ka kan ka gan bɔ cogoya min na ka fɛn minnu kɛ. Nous avons appris comment est-ce que la maladie Ebola évolue. Ensuite, nous avons appris aussi comment est-ce que on doit se comporter, la prévention en cas de maladie Ebola. Ensuite, nous avons appris comment est-ce qu'il faut entretenir, nettoyer, assainir les lieux en cas si un malade passait dans les lieux. Enfin, nous avons appris comment laver les mains à l'eau de Javel. Nous avons vu qu'il y a une différence entre ce que les agents faisaient et ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc ce qu'on a appris aujourd'hui, ça va beaucoup améliorer notre performance. Outre cet atelier, d'autres formations ont été organisées à l'intention du personnel du centre opérationnel d'urgence, des journalistes ou encore en gestion de l'information et en cartographie. La cartographie aujourd'hui est devenue un outil indispensable. Ça permet à nous les acteurs qui sont sur le terrain de nous rendre compte quels sont les autres acteurs présents sur le terrain et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et plus précisément par rapport à Ebola, actuellement nous avons une multitude, environ une trentaine d'organismes internationaux et du système des Nations Unies et locaux qui sont sur le terrain. Il est important que nous sachions ce que les uns et les autres font afin que nous puissions conjuguer nos efforts et avoir un impact par rapport à la riposte par rapport à cette maladie. Mapping is able to provide a very La cartographie permet de donner une image précise et claire sur une page, par exemple, de ce qui se passe à un moment donné en termes de réponse. On peut avoir des rapports, des données, mais si on veut simuler cette information, on doit être en mesure de travailler sur toute la procédure. La cartographie permet donc d'avoir un tableau de bord qui montre un aperçu région par région, cercle par cercle, de ce qui se passe et cela, à quel endroit cela se passe. On peut utiliser la cartographie comme un moyen de communiquer que la plupart des gens comprennent. L'exercice simulation a principalement pour but de d'abord valider les procédures opérationnelles permanentes qu'on a proposées, d'en discuter et pas par pas parcourir les différentes phases et étapes d'une crise.
Alors le but final, c'est en fait qu'on puisse alors écrire un ordre d'opération qui serve alors aux équipes d'intervention qui doivent partir dans le terrain, de les munir avec tous les renseignements et données dont ils ont besoin. Malgré la déclaration faite le 18, que la crise n'est pas encore terminée. En plus, le COU a l'ambition de servir aussi pour d'autres crises sanitaires. Donc, il faut rester vigilant. De nombreux facteurs ont contribué à l'arrêt de l'épidémie de maladie à virus Ebola au Mali. Il s'agit notamment de la rapidité de la réaction des autorités nationales et des partenaires, de la coordination efficace de la lutte, du leadership du président du Mali, de l'engagement communautaire. Aujourd'hui, vous partez dans les villages les plus reculés du Mali, vous demandez aux élèves également sur Ebola, posez-leur une question, vous allez vous rendre compte que même les élèves dans les coins les plus reculés sont également informés d'Ebola. C'est la preuve que ce n'était pas un seul département. Dans tous les départements, les sections de l'administration, les gouvernorats, les préfectures, les sous-préfectures, il y a des comités locaux Ebola où tous les jours, ces groupes-là se réunissent pour parler Ebola, se donner les informations. Nous avons eu des séances dans certaines familles et avec certains groupements de femmes et on a parlé effectivement de stigmatisation où on nous a même amené des cas, les cas qu'on a discutés et les gens ont pu parler, les gens ont pu échanger et les gens ont pu se comprendre. Et je pense qu'à partir de cet échange, parce qu'il y avait une incompréhension qui était là, parce qu'eux, ils stigmatisaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais à partir du moment où ils ont compris, il y a eu en tout cas une répercussion en termes de changement de comportement. Ce qui nous a aidé à réussir, c'est l'engagement, la détermination de l'ensemble de la population. Je veux dire que dans d'autres contextes, sous d'autres cieux, les incompréhensions nées d'une mauvaise vulgarisation ou en tout cas d'une mauvaise adhésion de la population ont été un frein à la réussite de la lutte. Dans le cas du Mali, je peux dire que nous n'avons pas connu cette difficulté et le fait que toute la population s'est levée comme un seul homme et la collaboration des organes des Nations Unies et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, a été également déterminant. Cette lutte, on ne peut pas dire que les moyens financiers ont été le facteur déterminant, parce que c'est vrai, il y a eu des moyens financiers, mais pas de commune mesure avec d'autres contextes qui ont connu des moyens beaucoup plus importants. Nous avons surtout bénéficié de l'élan, de la détermination à tous les niveaux. La promotion de la communication pour le changement de comportement, l'intérêt des médias, l'implication de socio-anthropologues dans l'appui psychosocial aux communautés, l'arrêt des chaînes de transmission de la maladie et la coordination sont d'autres facteurs déterminants de l'élimination de l'épidémie de maladie à virus Ebola au Mali. Tous les jours, le centre des opérations d'urgence se réunissait, faisait le point avec l'ensemble des partenaires et l'équipe de coordination et de régulation était là tous les jours 24 heures sur 24 pour gérer les alertes. Et nous étions en communication permanente avec les différents centres d'appel pour les numéros verts et les numéros bleus, c'était vraiment à partir des structures de santé. Nous avons renforcé la coordination pour nous assurer que tout le monde travaille donc autour d'un seul plan national du Mali. En termes de mobilisation des ressources aussi, donc l'action de MIR de l'OMS a été déterminante pour identifier et mobiliser donc toutes les ressources qui étaient nécessaires, non seulement au système des Nations Unies, mais aussi à travers les partenaires bilatéraux, les multilatéraux, etc. Et au niveau des Nations Unies, de façon plus spécifique, vous avez vu que sur le plan logistique, nous avons eu la facilité de déplacement avec les avions donc, de la MINUSMA qui étaient disponibles. Dès qu'il y a eu déjà le premier cas à Kay, donc les équipes pouvaient être déployées en 40 minutes au lieu de prendre la route en 8 heures. Donc aujourd'hui encore, nous travaillons avec l'OIM par exemple pour renforcer le contrôle au niveau des frontières, avec OCHA, NDAF pour tout ce qui est centre d'opération d'urgence pour que les procédures et les réflexes soient établis.
Et en ce moment même, nous travaillons à aider le pays à la mise à jour donc, du plan de réponse. Parce que nous sommes passés à une autre phase et c'est une lutte dynamique. Compte tenu du risque qui existe toujours en Guinée, donc nous continuons à faire ce travail. Une bataille est gagnée, pour autant la lutte contre Ebola est loin d'être terminée. Tant que l'épidémie sévit en Guinée voisine, au Libéria et en Sierra Leone, elle peut ressurgir au Mali. Comme avant donc tant qu'il n'y a pas de donc on continue à continuer à respecter pour que au moins assurance Ce qu'il faut améliorer, c'est la prévention. La prévention surtout. On doit renforcer les personnels qui sont au niveau des frontières, renforcer la prévention dans les différentes structures de santé et continuer, c'est très important, il faut continuer à former, à sensibiliser les autres qui sont dans les autres unités de santé, les personnels des hôpitaux, les personnels des centres de référence ainsi que les personnels de différents SESCOM. J'interpelle à ce niveau le personnel médical que nous ayons des chercheurs parmi nos médecins qui sacrifient leur vie pour faire la recherche. La surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire national, notamment à la frontière avec la Guinée, demeure une priorité pour le Mali et ses partenaires. Les mesures que nous avons mises en place pendant l'épidémie doivent être renforcées. Donc nous entrons encore à une autre nouvelle phase de préparation, mais préparation intensive. Mais cette préparation ne doit pas être considérée comme un acte isolé. Cette préparation doit se faire dans le cadre du renforcement du système de santé en général. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous, féliciter encore une fois les partenaires du gouvernement malien et le gouvernement lui-même pour avoir pris des mesures pour réviser les plans qui étaient hier les plans de contingence, puis le plan de riposte. Maintenant, ça vient un plan de renforcement du système de santé avec en priorité aussi les mesures de préparation à une éventuelle importation de cas. Il faut continuer le contrôle parce que même si le Mali a été déclaré sans Ebola, il y a l'Ebola dans le pays voisin qui est la Guinée. Donc si on baisse la garde, on sait que ça peut revenir. Donc il faut éviter que ça revienne parce que non seulement on doit tout faire pour éviter davantage de pertes en vie humaine, mais aussi on doit éviter aussi davantage de dépenses parce qu'une personne qui tombe malade, le dispositif sanitaire qui se déploie autour de cette personne, ça coûte extrêmement cher et donc je pense qu'on gagne beaucoup à éviter même que la maladie revienne ici et aussi lutter pour que, ensemble avec les collègues de la Guinée, pour faire de sorte que la maladie aussi finisse de leur côté aussi. C'est grâce à la surveillance et s'il y a des cas, grâce au suivi de contact, que nous pouvons suivre exactement ce qui se passe dans nos frontières. Et là, il n'y a pas que la surveillance, il y a aussi la communication qui doit se poursuivre. Il y a aussi les mesures de contrôle de l'infection dans les hôpitaux, les centres de santé. Ces mesures doivent être renforcées. Et ça, nous ne devons pas l'oublier, l'appropriation par les communautés elles-mêmes. Toute action menée par la communauté a la chance de réussir. La mise au point des vaccins est cruciale pour arrêter la chaîne de transmission du virus Ebola. Le Mali a été le premier pays où le vaccin CHAD3 a été testé. On a été le premier pays à faire le premier vaccin monovalent Ebola. Et donc, il y avait les États-Unis, à Bethesda, Washington, le NIH, et il y avait l'Angleterre, l'Université d'Oxford et le Mali. C'était les 3 premiers sites où on a fait ce test-là. Aujourd'hui, on a 91 Maliens, travailleurs de la santé, vaccinés dans le cadre de ce test-là. Le but, c'était de voir la sécurité. Est-ce que ce vaccin peut nous faire du mal ou pas? Moi-même, j'ai reçu ce vaccin. Dieu merci, jusque-là, aucun problème. Et donc, sur les 91, je n'ai pas, jusque-là, je touche du bois. Dieu merci, on n'a pas le moindre problème. Les perspectives, c'est vraiment de faire la phase 2 avec ce même vaccin. Et également, si Dieu nous donne la chance et une longue vie, de faire un autre essai de phase 1 avec un vaccin bivalent. Parce que celui qu'on a testé est un vaccin monovalent. Donc on voudrait le faire avec un vaccin bivalent aussi pour voir un peu qu'est-ce qui va mieux aider les populations.